C'est parti. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Marion Martinez. Je suis la fondatrice co-gérante de Rupture Engagée, qui est une société de conseil en RSE. Et nous avons l'habitude d'animer des webinaires thématiques pour aider les entreprises à enclencher leur transition RSE. Et aujourd'hui, le thème du webinaire porte sur le dialogue avec ses parties prenantes. Allez, c'est parti. Petite présentation rapide de Rupture Engagée. Donc, on est une société située à La Rochelle et à Nantes et on accompagne les entreprises du territoire sur 4 axes: la sensibilisation de leurs collaborateurs, la structuration de la démarche RSE, le déploiement de cette démarche et la valorisation, la communication des engagements RSE des entreprises. Donc, pour ce faire, on est une équipe de 4 personnes. Donc, Vincent et moi-même qui sommes les gérants de Rupture Engagée. Et nous sommes accompagnés d'Océane et de Charline qui aident les clients dans la mise en place de leur démarche RSE. Donc, comme vous le voyez, on a des clients de toute taille, de tout secteur d'activité. Leur seul point commun, c'est la volonté de structurer, déployer leur démarche RSE et aussi de progresser. Voilà. Donc, fin d'introduction. Voici ce que l'on a au programme aujourd'hui. Le thème du webinaire, c'est le dialogue avec ses parties prenantes. Donc, naturellement, on va commencer par définir ce qu'est une partie prenante. On verra que c'est une notion très importante en RSE et sur laquelle on a vraiment besoin de s'attarder. Évidemment, on va aussi se demander pourquoi est-ce que c'est important d'instaurer ce dialogue avec ces parties prenantes et comment. Comment au travers de différentes étapes. Donc voilà, c'est le programme d'aujourd'hui et c'est parti. La première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'une partie prenante? En RSE, donc une partie prenante, on va dire que c'est toute personne ou groupe de personnes ou organisation ou entité qui est impactée par mon entreprise et ou qui va impacter mon entreprise. Donc, par exemple, on va retrouver 2 catégories de parties prenantes en général. Les parties prenantes internes, comme par exemple les collaborateurs. Et on pourrait un petit peu affiner en disant que dans les collaborateurs, on a les cadres, les non-cadres, les CDI, les CDD, les stagiaires, les alternants. Il faudra voir ensuite de votre côté à quel point vous avez besoin d'aller dans le détail. En gros, pour résumer un petit peu, on pourrait dire que les parties prenantes internes, ce sont toutes les personnes qui sont intégrées à l'organigramme de l'entreprise. Et de l'autre côté, on a aussi les parties prenantes externes, comme les clients, les fournisseurs, évidemment, mais aussi les associations locales, les ONG, les candidats, c'est-à-dire les futures personnes, les futurs recrutés, futurs collaborateurs de notre entreprise, nos partenaires, la presse, les riverains, etc. Donc, pour rappel, une partie prenante, c'est toute personne qui est impactée par mon activité ou qui m'impacte. Pourquoi instaurer un dialogue avec ces parties prenantes dans le cadre d'une démarche RSE? On va voir que c'est quand même une étape super importante. D'ailleurs, dans la norme ISO 26000, qui est donc la norme de référence en RSE, qui a été créée en 2010, signée par 99 pays, on a tout un bloc, tout un chapitre sur cette importance, ce besoin d'identifier ces parties prenantes, de les hiérarchiser et de mettre en place un dialogue avec elles. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, naturellement, c'est de comprendre leurs attentes. Je vais vous mettre une petite anecdote, un petit exemple pour illustrer ça. Dans le cadre de notre démarche RSE, on va s'occuper du thème des relations et conditions de travail et on va chercher à mettre en place des actions, des bonnes pratiques qui améliorent les conditions de travail de nos collaborateurs. Si on ne dialogue pas avec nos parties prenantes, si on ne demande pas à nos collaborateurs quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, on risque peut-être de se dire que on va mettre en place un baby-foot ou une panière de fruits et que ça va suffire à rendre nos collaborateurs heureux. Or, si on dialogue avec nos collaborateurs,
qu'on leur pose la question de qu'est-ce qui est important pour eux, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, eh ben, on se rendra compte que peut-être ils ont plutôt besoin de matériel ergonomique parce qu'ils souffrent de troubles musculo-squelettiques, ou bien on se rendra compte qu'ils sont plutôt en attente d'un management plus à l'écoute et plus bienveillant. Et donc, l'avantage, l'intérêt de poser la question des attentes à nos parties prenantes, c'est d'éviter de mettre en place des actions qui ne répondent pas aux attentes. Ça pourrait justement créer un sentiment de frustration ou de défiance même envers le projet RSE. Donc, évidemment, mettre en place un dialogue avec ces parties prenantes permet de comprendre les attentes de ces parties prenantes et de co-construire une démarche cohérente vis-à-vis de nos parties prenantes. Pour rappel, une démarche RSE, ce n'est pas que notre petit truc à nous, c'est une démarche qu'on va essayer de faire rayonner, étendre et faire vivre sur l'ensemble de notre environnement professionnel. Ce n'est pas que nous, en interne, face à notre PC, dans un fichier Excel. C'est une démarche qui est normalement vécue, vivante et collaborative, participative. Deuxième bonne raison d'instaurer un dialogue, c'est d'anticiper les risques, les éventuels risques réglementaires, ou sociaux ou environnementaux. Crédibiliser sa démarche RSE, évidemment, vous l'avez peut-être vu dans certains rapports RSE, on voit les entreprises qui, en gros, je résume, qui disent « nous on fait ci, nous on fait ça », ça fait un peu du « moi-je ». Et ça donne un petit peu l'impression que c'est l'entreprise toute seule dans son coin qui a mis en place sa démarche et qui se vante de ses engagements. Or, si dans un rapport RSE, on voit des témoignages de nos parties prenantes, un témoignage client, un témoignage fournisseur, un témoignage collaborateur, un témoignage des acteurs locaux, le maire, la préfecture, et ça vient renforcer le discours RSE. Ce n'est pas nous qui disons que ce que l'on fait, c'est bien ou que ce que l'on fait, voilà, c'est chouette. C'est les autres qui viennent dire « on a confiance en cette entreprise, on valorise cette entreprise pour telles et telles actions ». Donc, en termes de crédibilité, on est quand même sur quelque chose d'assez poussé et d'assez valorisant pour l'entreprise. Et enfin, évidemment, instaurer un climat de confiance et de transparence. De toute manière, la vie d'une entreprise est amenée à évoluer énormément, à bouger sans cesse. Et le fait de mettre en place une démarche RSE, il faut garder en tête que c'est une véritable démarche d'amélioration continue et qu'on va sans cesse chercher à progresser, à faire mieux. Et autant le faire avec nos parties prenantes, puisque de toute manière, on parle de sujets qui les concernent. Donc, le plus tôt on les intègre, le plus tôt on peut mettre en place des engagements, des bonnes pratiques dans la co-construction qui soient cohérentes, utiles et qui permettent de renforcer les liens que l'on a avec ces personnes puisqu'on les considère, qu'on les entend et qu'on les intègre, qu'on les implique dans le projet. De toute manière, comme vous le savez probablement, confiance et transparence, c'est deux mots-clés super importants dans une démarche RSE. On a évidemment besoin de ces ingrédients. Voilà, donc j'espère que vous êtes convaincus de l'importance de mettre en place du dialogue et des échanges avec vos parties prenantes dans le cadre de votre démarche RSE. Et maintenant, nous allons voir quelles sont les différentes étapes pour instaurer, construire ce dialogue avec nos parties prenantes. Donc là, la présentation qui va suivre, elle s'appuie sur un travail qui a été réalisé par le Comité 21. Donc, un petit mot sur le Comité 21. Donc, c'est un organisme qui a été créé suite au Sommet de la Terre de Rio. En gros, c'est le premier réseau d'acteurs engagés dans la mise en œuvre opérationnelle du développement durable en France, au sein des entreprises et des territoires. Donc, ils ont créé un guide qui date maintenant un petit peu, il date de 2015, un guide méthodologique pour un dialogue constructif avec les parties prenantes, qui fournit de nombreux conseils sur comment instaurer ce dialogue et comment intégrer nos parties prenantes dans notre démarche RSE. Donc, le rapport, vous pourrez cliquer sur le lien quand vous recevrez le replay. Il fait une trentaine de pages. Ce n'est pas très long, vous pouvez prendre le temps de le parcourir. Mais ce webinaire va vous résumer un petit peu, va vous synthétiser
les différentes étapes, les différents temps forts qui sont préconisés dans le cadre de ce guide. Donc, c'est parti. On peut diviser ces étapes en 4 parties. La première partie, c'est une phase de planification en interne, suivie d'une phase de cadrage, une phase de déploiement et une phase d'évaluation. Donc, vous voyez, on ne réinvente pas l'eau chaude. Hein. Finalement, on repart de méthodes de management de projet, les méthodes PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ça ressemble un petit peu. Donc, c'est des choses que normalement, vous avez l'habitude de faire en entreprise. Il s'agit juste maintenant de l'appliquer au sujet qui nous concerne aujourd'hui, le sujet des parties prenantes dans le cadre de la démarche RSE. Donc, dans la phase de planification, on va retrouver plusieurs sous-étapes. Donc, souvent, on part de l'existant. Donc, il s'agit de faire un diagnostic, de faire un état des lieux du dialogue actuel. On regardera ça après juste plus en détail. Ensuite, deuxième sous-étape, identifier les enjeux du dialogue. C'est toujours pareil, hein, se poser la question du pourquoi, puis se fixer des objectifs, puis identifier les risques et les freins à la démarche. Souvent, l'erreur que l'on voit chez les entreprises, c'est de foncer. Et c'est frustrant parce que ça part d'une bonne volonté. Les entreprises, elles ont envie d'avancer, elles ont envie de mettre en place leurs bonnes pratiques, mais du coup, elles brûlent des étapes. Donc, cette phase de planification est vraiment super importante puisqu'elle va venir structurer, préparer, anticiper. Et finalement, ça va nous aider à construire ce socle qui est super important pour réussir notre projet de dialogue avec nos parties prenantes. Donc, première phase, planification interne. Sous-phase 1.1, faire un état des lieux du dialogue actuel. Donc, voici des questions qu'on peut se poser. C'est, est-ce que mon entreprise a déjà mis en place un processus de dialogue avec ses parties prenantes? Si oui, quelles ont été les réussites? Quels ont été au contraire les challenges? Quelles leçons est-ce qu'on peut en tirer? Et quels sont les acteurs qui ont été impliqués? Autant au sein de notre équipe, qui sont les personnes qui sont habituées à dialoguer avec ces parties prenantes, mais aussi quelles sont ces parties prenantes. Ça, on le verra dans un second temps. 1.2, identifier les enjeux du dialogue. Pourquoi est-ce que l'on cherche à rentrer en contact avec nos parties prenantes? Et là, on verra que chaque partie prenante va avoir un point de dialogue, un enjeu de dialogue différent. Donc, on verra après, évidemment, que c'est super important d'identifier ces parties prenantes et de voir comment dialoguer avec elles. À propos de quoi? Est-ce qu'il y a des points de controverse qui peuvent être pré-identifiés, notamment peut-être avec des associations qui viennent défendre ou contredire certains plans de vos activités à vous? Et quelles limites pose-t-on au dialogue? Donc là, c'est important de rappeler que dialoguer avec ces parties prenantes, c'est important pour comprendre leurs attentes, mais que naturellement, en général, c'est quand même l'entreprise qui a le dernier mot. Bon, voilà, c'est à vous de voir jusqu'où vous poussez le dialogue, les réflexions. 1.3, fixer des objectifs clairs. C'est vrai que c'est toujours plus simple dans n'importe quel projet, quand on le met en place, de savoir pourquoi on le fait, mais qu'est-ce que l'on souhaite atteindre. Donc là, les questions que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous souhaitez engager une démarche de dialogue avec vos parties prenantes, mais essayez de l'affiner. Pourquoi entamer une démarche avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec les associations, avec les collaborateurs, avec le CODIR? Il faut vraiment essayer d'affiner la réflexion parce que plus on est précis, plus on pourra stimuler l'innovation, avoir de l'avis pertinent et se servir de cette donnée, de cette data pour nos projets. Le plus on est précis, le plus on est concret. Quels sont les objectifs et finalités que l'on poursuit? Et enfin, dernière sous-étape de la phase de planification en interne, c'est d'identifier les risques et les freins à la démarche. En fait, tout ce que l'on peut anticiper, on pourrait éventuellement l'éviter. Donc là, la question à se poser, c'est quels sont les principaux risques liés à la mise en place d'une démarche de dialogue vis-à-vis des différentes parties prenantes et quels sont les leviers à déployer pour les limiter. Par exemple, souvent,
quand on fait une enquête auprès de nos collaborateurs pour savoir comment ils vont dans l'entreprise, hein, c'est ce qu'on appelle un baromètre social, on peut se dire que le risque, c'est que ce soit le moment où tout le monde vide son sac. Et l'autre risque, c'est que souvent quand on demande l'avis des gens, ces personnes-là attendent que des actions soient mises en place. Mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas répondre aux requêtes et aux attentes de tout le monde dans un délai de 6 mois, etc. Donc là, pour anticiper ce risque-là, dans votre baromètre social, vous pourrez dire que vous ferez un retour synthétique dans les 2 mois et que vous sélectionnerez le top 10 des actions qui vous semblent les plus pertinentes ou les plus urgentes et importantes que vous déploierez sous les 2 ans et tenir informé régulièrement, par exemple. Quelques petits conseils, ne pas hésiter à former un référent, une personne chargée d'anticiper et de préparer le dialogue avec les parties prenantes, faire le point sur les ressources nécessaires. Peut-être que vous aurez besoin d'outils technologiques pour faciliter les questionnaires, le dialogue. Et surtout, c'est un petit peu commun avec une démarche RSE générale, c'est vous assurer que vous avez le soutien et l'implication de votre direction. Souvent, on dit qu'une démarche RSE, on a besoin de l'impulsion du dirigeant et de l'implication des collaborateurs. Et c'est vrai que les deux sont des ingrédients super importants. On ne peut pas faire vivre une démarche RSE sans la participation et le soutien de la direction et des collaborateurs. On continue. Une fois que la phase de planification est terminée, on va passer à la phase de cadrage. Donc là, c'est très simple. On va tout simplement se poser la question de qui sont nos parties prenantes. Et le plus on affine, le plus on est précis, le plus on aura des résultats utiles pour notre projet RSE. Donc la première étape à faire, c'est définir l'échelle, le périmètre géographique sur lequel on souhaite travailler. Est-ce qu'on se pose la question de nos parties prenantes sur le site de La Rochelle, ou est-ce qu'on l'étend aussi à nos différentes filiales? Si on a des usines à l'international, est-ce qu'on les prend en compte aussi? Et puis là, le plus gros du travail, ça consiste à réaliser la cartographie des parties prenantes et surtout à les hiérarchiser. Ce travail de hiérarchisation, il va vous permettre de prioriser le dialogue, de prioriser la relation, puisque, naturellement, toutes les parties prenantes ne sont pas au même niveau de priorité. Et je mets des pincettes en disant ça, puisque tout le monde est important dans l'entreprise, tout le monde est important dans le cadre du développement de l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Mais voilà, il faut quand même avouer qu'il y a des niveaux stratégiques plus ou moins sensibles, plus ou moins risqués. Et cette hiérarchisation va permettre aussi de prioriser, peut-être en année 1, là où il y a un véritable impact ou risque. Voilà, il faut quand même le préciser. Et en 2.3, définir le cadre du dialogue. Est-ce que c'est la consultation de nos parties prenantes? Est-ce qu'on les concerte? Est-ce qu'on les tient informés? Est-ce qu'on les réunit autour de la table? Est-ce qu'on leur fait un questionnaire? Ces réponses-là, vous les aurez au moment de la hiérarchisation de vos parties prenantes. Quelques petits conseils. Le plus possible, anticiper les phases de dialogue, d'évaluation, notamment si vous souhaitez les réunir autour de la table. Ça prend du temps que d'organiser ça. Et vous, en tant que référent RSE ou référent partie prenante, vous avez surtout un rôle de facilitateur pour animer la démarche. Donc, un facilitateur, il présente l'ordre du jour, il met un sujet, une question, une problématique sur la table, et puis il veille à la bonne répartition du dialogue, du temps de parole. Il n'est pas là pour émettre un avis ou un jugement, il est là au contraire pour récolter les avis, les idées des uns et des autres, dans une ambiance transparente, bienveillante et équitable entre tous. Une fois que cette phase de cadrage est terminée, hop, on passe à la phase de déploiement. Donc pour ça, il s'agit d'inviter nos parties prenantes à échanger avec nous, de les inviter à prendre connaissance des informations que l'on souhaite les partager. Donc là, c'est à vous de voir sous quelle modalité est-ce que vous souhaitez le faire.
Est-ce que c'est un questionnaire? Est-ce que c'est une réunion? Est-ce que c'est une newsletter? Est-ce que c'est un webinaire? Là encore, le travail de hiérarchisation des parties prenantes vous permettra de dire quel est le bon niveau de dialogue, quelle est la bonne fréquence de dialogue et quels sont les bons moyens de dialogue. Donc, je vous prends un exemple. Quand on souhaite devenir entreprise à mission, on doit définir un comité de mission qu'on appelle un comice. Et donc, on se dit que peut-être c'est bien de réunir ce comité de mission 2 fois par an en présentiel. Bon, bah là, voilà, on a défini nos parties prenantes pour tel sujet, pour tel projet. On a défini la fréquence, la modalité, et ça demande quand même un petit peu de travail opérationnel à anticiper, évidemment. Quelques petits conseils. Donc, bon, ça, c'est peut-être valable pour tous les sujets de l'entreprise, mais rappelez aux participants des règles de courtoisie, d'écoute, de bienveillance. Cherchez à en faire un moment convivial. Il ne faut pas que ce soit pénible pour vos parties prenantes de s'investir dans vos projets et de répondre à vos questions. Donc, le plus on rend la démarche sympa, le plus on pourrait estimer qu'on aura des réponses et une participation pertinente. Et petit conseil important, c'est faire attention à ne pas sursolliciter ses parties prenantes. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien préparer, bien réfléchir et bien anticiper, parce que l'idéal serait de les solliciter 1 à 3 ou 4 fois maximum, en fonction, là encore, de la hiérarchisation de nos parties prenantes. On est par an, et puis l'année prochaine, on le refait. C'est important, on est quand même sur souvent des parties prenantes externes qui ont elles aussi un emploi du temps très chargé. Donc, si on veut qu'elles contribuent et qu'elles participent à notre démarche, autant bien cadrer les choses, bien anticiper les sujets et rendre le moment le plus sympa possible. Voilà. Alors, une fois qu'on a terminé cette phase de déploiement, il s'agit d'analyser, d'évaluer les résultats. Donc, par exemple, si on a fait un questionnaire d'évaluation RSE de nos fournisseurs, on évalue ces résultats. On évalue les réponses et surtout, on pense à remercier et à tenir informé. C'est bête, mais parfois, on oublie, on est tellement, nous aussi, dans le jus, dans tout ce qu'on doit faire, qu'on oublie de dire merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et voici les résultats. Il n'y a rien de plus frustrant que de participer à une enquête, à un audit et de ne pas être tenu informé. Donc, pensez vraiment à informer, oui, régulièrement vos parties prenantes de vos avancées, des projets que vous allez mener, etc. Et puis, pourquoi pas aussi les valoriser, ces parties prenantes-là, comme je l'ai dit en introduction, soit au travers d'un rapport RSE, vous pourrez leur demander de contribuer. Là, par exemple, on a une de nos collaboratrices qui va participer au rapport RSE d'un de nos clients. Et c'est vrai que c'est toujours valorisant pour nous que de pouvoir valoriser nos engagements et notre avis sur quelqu'un d'autre. Donc, pensez à donner la parole à vos parties prenantes. J'ai un autre exemple, c'est la Micaline. Vous pourrez aller voir leur rapport RSE. Il y a beaucoup de témoignages de parties prenantes externes. Et je trouve que c'est très chouette. Et on peut aussi les valoriser au travers d'un site sur votre site internet. Vous avez peut-être un onglet RSE. Donc, n'hésitez pas à leur donner la parole et à leur donner aussi des visages. C'est ce qui permet de rendre la démarche concrète, humaine et sympa. Allez, quelques conseils dans cette phase d'évaluation. Voilà, faire un retour d'expérience, un petit rétex, dresser le bilan du processus pour voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qu'on pourrait faire de mieux la prochaine fois. Et puis, vous assurer de la diversité des parties prenantes interrogées et de voir comment l'inscrire dans le temps, puisque, évidemment, ce travail, il est surtout à faire en lancement de votre démarche RSE, mais on n'oublie pas qu'une démarche RSE, c'est pour toute la vie et que c'est une démarche d'amélioration continue. Donc, finalement, on conclut, on en comprend que ce dialogue avec ces parties prenantes, c'est aussi pour toute la vie et aussi en mode amélioration continue. Voilà, c'était les principales informations qu'on souhaitait vous partager à l'occasion de ce webinaire. Donc, on en a un autre de prévu en juillet sur les outils de communication pour valoriser et animer
sa démarche RSE. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous pourrez nous écrire sur notre adresse email bonjour@ruptureengagée.com. Et moi, je vais arrêter la présentation et l'enregistrement pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Hop.